d'Israël. Un guide vous raconte tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Yves Bitoun. Gil, bonjour. Nous allons consacrer un certain nombre d'épisodes au Negev. Nous allons aller à Avdat. Nous allons aller également au kibbutz de Sde Boker, le kibbutz de David Ben Gurion. Et là, nous sommes à Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est la capitale du Negev. Et nous nous trouvons sur un monument. Nous avons la ville de Be'er Sheva à nos pieds. Nous avons une vue sur l'ensemble de la ville. Et je voudrais que vous nous expliquiez d'abord ce monument, qu'est-ce que c'est? Ce monument qui est érigé sur un promontoire autour de la ville de Be'er Sheva. Il faut rappeler à nos auditeurs que Be'er Sheva se trouve dans une vallée très plate, une vallée de l'Eus, assez allongée, qui part d'est en ouest et qui se dirige vers la région de Gaza. Le monument où nous sommes a été érigé pour commémorer chacun de tous ces soldats qui sont tombés pour la libération du Negev. Les combats ont été très difficiles. La forme tout à fait bizarre, presque biscornue de ce béton que nous voyez là, a été choisie par l'artiste qui l'a fait, Danny Caravan, un Israélien, et vient commémorer les différents types de combats qui ont eu lieu ici. La superbe coupole que nous voyons juste derrière nous ici, qui ressemble à un planétorium, avec une résonance très très forte, contient tous les noms de ces soldats. Inutile de rappeler à nos auditeurs, sans vouloir paraître ni dogmatique, ni brochure touristique, nous n'avons pas en Israël de mémorial du soldat inconnu. On ne peut pas avoir donné sa vie pour ce pays et rester inconnu pour la nation. Et chacun est mentionné, c'est donc un haut lieu de pèlerinage pour tous les Israéliens. Ce que nous voyons devant nous, c'est cette ville issue du Negev, issue du désert, mais d'un désert quelque peu différent de celui qu'on s'imagine quand on ferme les yeux. Non pas un désert de sable. La terminologie française est assez pauvre pour classer les différents types de déserts. En hébreu, nous l'appelons midbar. Et midbar n'est pas l'équivalent de shmama. Shmama, c'est le vrai désert. Midbar veut dire pâturage. Midbar à Negev ou Midbar Sinaï sont les pâturages de ces régions-là. Et cette région-là a une particularité, de là son nom d'ailleurs, Negev, qui a la même racine étymologique qu'une éponge, est en réalité une région qui absorbe l'eau, mais qui est totalement imperméable. Ce qui fait que lorsqu'en hiver, les pluies sur les montagnes de Judée, juste derrière nous, vous voyez, la ville d'Hébron est à l'horizon, juste vers l'est, lorsque les pluies arrivent de cette Judée, vers le Negev, la région est engorgée d'eau, et à ce moment-là, c'est l'occasion de planter un petit peu une petite verdure qui suffira à faire paître quelques pâturages. C'est ce qui explique d'ailleurs que nous sommes à l'extrémité de la route des patriarches, l'endroit où Abraham est arrivé après être passé à Beth-El, à côté de Jérusalem. C'est ici qu'il arrivera, et c'est ici qu'il deviendra le fondateur d'une grande famille. Dans cette région de Be'er Sheva, nous pouvons d'ailleurs voir au centre-ville, jusqu'à ce jour, le puits d'Abraham en ville, et aussi l'arbre qu'il avait planté. On l'appelle en hébreu l'arbre d'Abraham. En français, c'est un tamaris. Et il se trouve quelque part à l'entrée de la ville, vous le verrez très facilement, le tamaris d'Abraham, Eshel Abraham, comme nous l'appelons en hébreu. Cette ville a été donc le berceau de nos ancêtres. Et je crois que nous sommes très proches, de par notre naissance, de par notre nature, d'une autre population qui vit dans la région, les Bédouins, de qui nous avons à écouter et apprendre beaucoup d'enseignements. Les Bédouins, à mon sens, vivent un peu comme vivait Abraham. Abraham est remarqué dans la Bible par sa tente ouverte aux quatre coins, si vous en rappelez, nord, sud et ouest, pour montrer l'importance de cette hospitalité. Il ne fallait jamais que quelqu'un de passage ait à faire le moindre détour. Et les Bédouins sont restés tels quels jusqu'à ce jour. On les rencontre ici dans la région tout autour. Vous voyez qu'autour de la ville, on voit ici quelques campements. Aujourd'hui, économiquement, ce ne sont pas des gens misérables. Chacun possède des troupeaux qui sont souvent de grande valeur, d'ailleurs, il faut le dire. Mais ils sont très attachés à ce mode de vie sous tente. Ils sont semi-nomades. Ils viendront habiter ici dans la vallée en hiver. En plein été, ils préfèrent grimper au sommet des montagnes pour prendre un air un petit peu plus frais.
et rafraîchir un petit peu les troupeaux qu'ils accompagnent. Mais ces bédouins nous ont enseigné une dimension qu'on avait quelque peu oubliée dans un Israël qui est né d'un judaïsme venant des pogroms, venant d'Europe centrale, judaïsme qui s'est transformé en une certaine forme de nationalisme ici, et nous parlons de Ben Gurion évidemment dans la région, et nous retrouvons la réelle dimension de l'Orient ici dans ce désert, celle de l'accueil. Et je sens toujours en arrivant dans cette région la chaleur de cette population, de toutes les populations qui chacune ont su prendre et absorber cette qualité unique de ces bédouins ouverts à l'attente. Effectivement, ils sont pas toujours aimés des organisations pour la libération de la femme. Évidemment, c'est facile d'être hospitalier quand la femme doit faire tous les travaux et qu'elle se lève très tôt le matin et qu'elle doit s'occuper des enfants. Ils vont pas souvent à l'école, ou pas toujours à l'école, disons. Elle doit ensuite aller puiser l'eau, bien souvent assez loin, parce que nous ne permettons pas qu'ils sapent toutes les conduites d'eau à n'importe quel endroit. Il y a des robinets prévus à cet effet. Et l'homme, qui a souvent plusieurs femmes, reste dans sa tente, fait son café et accueille les invités. Évidemment, c'est une hospitalité facile, mais elle est quand même intéressante dans un monde tourné vers un 21e siècle très individualiste, très égoïste aussi. La ville que nous voyons devant nous, Beersheba, c'est une ville qui se veut tourner vers le futur. Lorsqu'il y a une vingtaine d'années, le maire de Beersheba avait demandé à Ben Gurion des crédits pour faire une petite classe d'université ici pour 50 élèves. Ben Gurion, convaincu que le Negev sera le salut d'Israël, et je rappelle à tous nos amis que le Negev représente la moitié de la superficie globale d'Israël, plus de 10 000 km², ça fait pas grand chose en termes français, mais c'est là-dedans que nous vivons. Et ce Negev doit un jour devenir vert, tel que vous voyez ces champs autour de nous, des différents kibboutz de la région. Et Ben Gurion a répondu à la demande du maire de Beersheba en ouvrant ici une université, une petite université, non pas de 50, mais de 500 places. Aujourd'hui, l'université Ben Gurion du Negev, vous voyez, avec une superbe architecture que nous voyons devant nous, ces niches ou ces ruches que nous voyons ici sont les résidences universitaires, accueillent plusieurs milliers d'étudiants. Elle est considérée comme une des 4 meilleures universités d'Israël. Elle a une fac de médecine qui est mondialement citée parce qu'elle a ouvert un nouveau département qui essaie justement d'intégrer la médecine dans ce qu'elle a de valeur sociale. On sait qu'aujourd'hui, le médecin de famille n'est plus seulement un guérisseur, mais il est souvent le psychologue, il est parfois même le mur des lamentations des gens. Et on ajoute un programme de 4 ans aux 7 longues années des jeunes médecins, basé sur la sociologie, la psychologie, et le médecin formé à Beersheba, à l'université du Negev, devient un vrai médecin de famille, non pas un généraliste réduit à des prérogatives limitées, mais un réel travailleur social qui peut agir avec la foi que les gens lui donnent, et c'est une chose très intéressante. D'ailleurs, dans cette université, nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes bédouins qui étudient. Je sais que les bédouins ont refusé pendant très longtemps la culture écrite, parce que, rappelons-nous, les bédouins se dénomment dans l'islam seigneurs du désert, et ils sont à l'image du prophète Mahomet, qui, je le rappelle, était lui-même analphabète, et c'était de là son prestige. Demandons à tous nos amis bédouins musulmans ici que représente pour eux la Bible, puisque le Coran est considéré pour eux comme étant le livre saint. Ils nous diront et nous rappelleront toujours la Bible, c'est le livre que Moïse a écrit après avoir parlé avec Dieu, mais Mahomet, que l'on dénomme ici dans le monde, dans les mosquées de cette région, Mohammed Rasoul Allah, il est le messager de Dieu, bien plus important que prophète. Autrement dit, un bon messager, c'est celui qui ne touche pas au message, il ne le modifie pas, il ne rédige rien, il ne fait que transmettre. Et la force du bédouin, c'était justement de ne pas avoir à toucher le texte écrit. Et je crois qu'on assiste maintenant à une mutation. Ils viennent aujourd'hui à l'université, ils vont dans les écoles qui ont été créées dans cette région-là, ils se détachent un petit peu de ce titre prestigieux de seigneur du désert, et ils deviennent des hommes du Negev d'Israël, des constructeurs. Alors qu'est-ce qu'on construit ici? On construit, regardez, vous voyez ce chemin de fer, le fameux chemin de fer, j'allais dire, de la région côtière qui va vers le phosphate. Vous savez qu'Israël possède dans le sud du Negev des minerais, un gisement intéressant de phosphate. Et nous avons aussi dans cette région-là les industries de la mer Morte, où nous traitons les potasses et le brome, qui sont les 2 seules grandes ressources minières
naturels d'Israël, potasse, brome d'un côté venant de la mer Morte et phosphate du Negev. Et donc Beersheva, c'est une grande ville industrielle, une ville de transformation. Elle a quand même pour particularité, nous disait il y a pas très longtemps l'ancien maire de Beersheva, Eliaou Naoui, il nous disait il a quand même une chose assez extraordinaire. La jeunesse qui est née ici à Beersheva, souvent les enfants de ceux-là même qui sont montés dans des camions au port d'Haïfa ou d'Ashdod, ou sur lesquels était marqué Jérusalem. Tous les camions des émigrants de cette émigration des années 50 allaient, disait-on, vers Jérusalem. Et puis chacun s'est retrouvé un peu partout. Certains, effectivement, ont été à Jérusalem, d'autres se sont retrouvés au fin fond du Negev, proche d'ici, à Dimona, à Yeroham, à Ofakim, ou à Beersheva. Et pourtant, ils n'ont pas été déçus, et pourtant, ils ont construit. Ça a été des périodes difficiles, vous vous rappelez comme moi, la période des Panthères Noires qui ont exprimé la douleur de cette émigration. Mais aujourd'hui, Eliaou Naoui l'a rappelé, les jeunes du Negev veulent étudier dans le Negev, ils se battent pour rentrer dans cette université qui a énormément grandi, pour rester ici. Et nous n'avons pas aujourd'hui, ou presque pas, de Beersheva d'émigration qui part de la ville. Les gens qui viennent d'ailleurs pour étudier ici restent dans la ville, et c'est donc une ville qui est tournée vers le futur. Ce point clé du Sud, ce point carrefour, devient sans aucun doute un endroit très important dans l'économie israélienne. Alors, ce qui est fabuleux quand même quand on regarde le paysage devant nous, là, c'est de voir cette ville qui a l'air très moderne avec son université, qui est très verte aussi, et entourée d'un paysage de sable environnant. Ben, c'est peut-être la réalisation de la prophétie, ou de deux prophéties, de la prophétie biblique, de cette terre qui redeviendra verte, ou bien de celle de Ben Gurion. Et je crois que son exemple aujourd'hui doit être cité. Et il est cité d'ailleurs par beaucoup de courants qui n'étaient pas proches de son idéologie à cette époque-là. Je crois qu'il a représenté pour Israël quelque chose dont nous avons bien besoin aujourd'hui, un leadership qui donne avant tout l'exemple, un leadership basé sur les régions, sur le développement, sur la construction. Je rappelle qu'en 1953, à l'époque, j'allais dire de son apogée, et on peut parler d'une apogée dans sa carrière, cet homme a été probablement le seul leader israélien de dimension internationale, voire mondiale. Il a fréquenté les grands de ce monde, mais il était le Gandhi d'Israël. Et il a quitté du jour au lendemain ce gouvernement à Tel Aviv, sa résidence à Tel Aviv, pour venir habiter dans le Negev. Et il ne s'est même pas suffi de Beersheva. Il a été à Sde-Boker, au plus loin, au fin fond du Negev, parce qu'il savait que pour qu'Israël puisse réellement survivre et vivre définitivement pour l'éternité, il faut qu'elle devienne indépendante. Et l'indépendance d'Israël, est liée directement à la conquête du désert. Sur le désert, sans paraphraser, la terre appartient à celui qui la cultive. Et celui qui saura maîtriser ce désert, celui qui le mettra en valeur, aura justifié moralement et physiquement son droit à l'existence sur cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'il est parti lui-même. Et quand on voit cette ville de l'endroit où nous la voyons, nous voyons en fin de compte les premiers pas de la réalisation. Je sais que ces dernières années en Israël ont été très difficiles. Malheureusement, nous payons en Israël souvent le prix du consensus national, des régions comme la Galilée ou le Negev, dont chacun dans le monde entier reconnaît notre droit à leur possession, ne justifie peut-être pas toujours un investissement politique important, un investissement économique. Et elles sont donc reléguées, elles deviennent des parias par rapport à d'autres régions qui, justement, étant sujettes à telle discussion d'ordre politique, et nous parlons évidemment des territoires, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, qui elles reçoivent un investissement important. Ne concluez rien quant à ma vision politique des choses, elle serait d'ailleurs hâtive et erronée, mais il est évident que le fait d'être accepté par tous fait que le Negev est aujourd'hui ce qu'on appelle un petit peu l'underdog, le marginal du développement en Israël. Et Ben Gurion a fait ici des choses extraordinaires. Il a d'abord fait, avec la collaboration de la France, venir ici un centre de recherche atomique de dimension mondiale. Il a fait venir ici des industries de premier plan. Et puis le Negev est devenu, il faut le rappeler, pour la sécurité d'Israël, quelque chose de nouveau à la suite des accords de Camp David. Lorsque
nous avions le Sinaï, et je tiens à rappeler que le Sinaï faisait 4 fois la superficie globale d'Israël. C'est pas une petite chose que nous avons rendue aux Égyptiens, proche d'ici. Il a fallu replier l'armée israélienne qui était devenue gigantesque entre la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Et où peut-on la replier? Notre armée ne peut pas s'entraîner au cœur des villes. Et sans ces entraînements, elle n'arrivera pas au niveau opérationnel qu'elle doit avoir. Il faut la replier au Negev. Et du jour au lendemain, cette région a été reprise, j'allais dire annexée quelque peu par l'armée. Ça a gêné beaucoup les Bédouins que nous devons maintenant limiter dans leurs évolutions. On peut pas leur permettre de faire du pâturage à côté de bases militaires de haute valeur stratégique et autres. Mais ça a donné à ce Negev une nouvelle force, un nouveau développement et surtout un renouveau dans sa place pour la vie journalière. Mais je tiens à rappeler que Beersheva, qui a l'air de se dessiner au cours de cet entretien que nous avons ici, Shlomo, dans ce climat extraordinaire de Beersheva, Beersheva qui a l'air de se dessiner comme une espèce de cité moderne, ne me semble pas très attractive d'après notre description. À vrai dire, nos auditeurs peuvent se demander est-ce que ça mérite de passer par ici. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas parce que Beersheva, c'est un carrefour. C'est le carrefour entre la région côtière et les grandes cités les plus extraordinaires comme Ashkelon, l'ancienne Ashkelon et son parc d'eau aujourd'hui, le simple Ashkeluna d'aujourd'hui, ou bien la cité d'Ashdod qui est le premier port d'Israël, et Sde Boker vers le sud, Mitzpe Ramon avec son unique centre de visiteurs pour le désert. Vous découvrirez là-bas la région des cratères d'Israël qui est quand même superbe. Sde Boker, la région auquel nous consacrons une émission. Arad, l'exemple même de la réussite en termes de ville de développement. Certaines ont été quasiment des échecs ou nous laissent jusqu'à ce jour nous poser certaines questions, mais Arad était un exemple superbe de réussite urbaine. Les gens d'Arad disent que jusqu'à ce jour ils ne ferment pas leur maison à clé, et ça veut dire beaucoup. En 1989, nous sommes aussi ici proches de la mer Morte, proches des montagnes de Judée, proches de la grotte de Marpella à Hébron, et c'est donc un endroit par lequel il faut passer. Mais pour l'admirer, venez ici au mémorial, en souvenir de ceux qui ont payé pour la liberté de cette région, mais aussi pour voir un paysage des plus éloquents, dans une roche quelque peu ocre, un tout petit peu de végétation naturelle et surtout beaucoup de végétation artificielle. Beersheva, c'est l'extrémité de la route des patriarches, et c'est peut-être ici que se trouve le futur de notre pays.